Bon, Rose a déjà dit, je m'appelle Rizal et actuellement, je viens de finir mon master en commerce international. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment booster votre business grâce à Instagram. Alors, avant de commencer et de parler d'Instagram, je me suis dit il fallait quand même parler un peu de l'importance d'être présent sur ces réseaux sociaux. Quels sont les avantages? Et pour moi, les avantages d'être présent sur les réseaux sociaux est humaniser la marque, interagir avec les consommateurs, augmenter l'audience, rendre la marque encore plus pertinente, attirer plus de consommateurs et mieux connaître les clients. Je pense que dans ces moments, il est très important d'avoir des relations. Et dans ces moments de crise où nous voyons souvent confinés, c'est une façon d'être plus proche de nos clients. C'est grâce aux réseaux sociaux parce qu'eux aussi, ils sont présents sur les réseaux sociaux pour communiquer, pour se divertir. Voilà. Mais pourquoi on a parlé plus d'Instagram? Déjà, le temps, en fait, on ne pourrait pas parler de tous les réseaux sociaux. Et Instagram devient super puissant parce qu'il y a de nombreuses marques qui ont des comptes sur Instagram. C'est une façon de faire de votre publicité pas chère. Et aussi, maintenant, ils ont un marketplace dans propre Instagram qui augmente encore plus cette partie business d'Instagram. Alors, je vais parler un peu de la nomenclature parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Et d'abord, quand on voit Instagram, il y a plusieurs nomenclatures qu'on utilise comme bio, feed, reels. Alors, la bio d'Instagram, c'est quand on arrive sur votre profil d'Instagram, c'est la première chose qu'on voit. Ça veut dire il va voir là-bas votre photo, votre nom, votre service. Alors, mon conseil est que ça soit clair. Vous n'avez pas énormément de place, hein, c'est 150 caractères. Alors, il faut être clair, bien dire quel est le service que vous faites ou bien quel type de produit vous vendez. Mettez vos sites web si vous en avez un, l'adresse si vous avez déjà un bureau. Il faut profiter de cette partie-là pour bien expliquer votre business. Parce que c'est une opportunité. Si quelqu'un va vers vous, qui rentre dans votre profil, il faut qu'il sache directement qu'est-ce que vous faites. Et aussi sur Instagram, c'est ici la bio que je vous montre là. Vous pouvez aussi expliquer quel est votre domaine d'activité. Vous pouvez mettre votre site, votre adresse et tout ça. Et il y a aussi les feeds qui est juste au-dessous de votre bio. Il y a toutes les photos que vous avez déjà mis. Et ça, on appelle les feeds. Alors là, tout en haut, vous voyez, c'est votre arrobase, les noms que vous utilisez pour Instagram. On a l'habitude de parler de arrobase. Il faut que ça soit clair et assez simple. Il faut éviter les caractères spéciaux, en fait, parce qu'il faut que les gens se souviennent. Ah, par exemple, mon arrobase, c'est mon prénom, c'est Ixolandia. J'ai de la chance parce que il n'y a pas beaucoup de Ixolandia. Mais si vous n'avez pas cette chance-là d'avoir un prénom différent comme le mien, vous pouvez essayer de simplifier le plus possible pour éviter tout ce qui est caractères spéciaux est difficile. C'est difficile que les gens se souviennent que ça existe. Où vont les caractères spéciaux? Au début, à la fin? Alors, c'est très important. Et là, maintenant, on va parler des vidéos qu'on peut mettre sur Instagram, sur Instagram, une chose qu'on appelle Reels. C'est des vidéos de 15 à 30 secondes, en fait. Les gens utilisent beaucoup pour faire des tutoriels, pour donner des informations, pour amuser. Et là, je vous partage un compte, elle est avocat. Et en fait, elle explique dans un espace de 30 secondes quelque chose par rapport à la loi, des petites curiosités, en fait. Et c'est très, très divertissant et on apprend en même temps. Et les GTV, on va dire que c'est comme la télévision d'Instagram. Alors, on peut faire des vidéos. Il faut que cette vidéo-là soit des max, minimum 1 minute. Sinon, on ne peut pas ajouter sur Reels. On va ajouter sur une autre partie d'Instagram, pardon, sur IGTV. Et là, c'est un bon espace aussi à développer. Et ensuite, il y a les Stories qui c'est plus connu. En fait, ce sont des vidéos qui disparaissent en 24 heures, sauf si vous la sauvegardez. Et vous pouvez faire plusieurs. Et elle dure chaque vidéo 15 secondes. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai parlé un peu de la nomenclature, il est important de parler de la cible. En fait, pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, il faut que vous sachiez avec qui vous voulez communiquer. C'est un peu comme vous faites votre business plan, vous mettez la cible qui va acheter votre produit ou votre service. Alors,
c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Je vous invite à faire ça parce qu'il faut avoir en tête à qui on communique pour pouvoir faire une bonne communication. Pour pouvoir faire vraiment une communication que la personne va dire, ah, bah, tiens, ça c'est pour moi et ça gère une interaction, on va dire, une connexion. Alors, parfois, quand on commence sur les réseaux sociaux, qui sont là en train de nous suivre, d'aller, aller, aller, ce sont nos amis, notre famille. Et c'est pour ça que certains ont la tendance à communiquer pour ces personnes-là. Mais en réalité, vous devez communiquer pour votre cible, c'est-à-dire pour les gens avec qui vous voulez, qui achètent votre produit, qui achètent votre service. Alors, parfois, il faut un peu oublier les personnes que vous avez déjà, malheureusement, les amis, la famille, pour pouvoir communiquer vers les personnes que vous voulez conquérir. Pendant cette période-là, parfois, vous allez perdre des abonnés parce que peut-être que votre grand-mère voulait savoir comment vous allez, et les petits-enfants, comment ils vont. Et elle ne voulait pas trop savoir à propos de votre business. C'est normal, c'est chemin, mais les gens qui ne s'intéressent pas à votre sujet vont arriver et en fait, c'est ces gens-là qu'on veut vendre quelque chose, on veut vendre un produit sur Internet. Alors, mais comment je fais ça? OK, j'ai la cible, c'est bon, je connais la nomenclature d'Instagram, mais comment je développe? Alors, il y a un type de marketing qu'on appelle marketing de contenu. Ce marketing est différent des autres parce qu'il ne s'agit pas d'une vitrine où, tiens, il y a ces vêtements-là, il est très beau, achète. Il est différent. C'est marketing de contenu, il va apporter une information, un contenu de valeur, que ce soit en forme de texte, de vidéos, pour pouvoir informer les gens, pour divertir les gens. Et ça, c'est le premier temps, c'est de divertir les gens, d'aider les gens, de donner une information, donner une solution à un problème. Et ensuite, a posteriori, ça peut générer une autre chose. Mais pourquoi on fait les marketing de contenu? Vous pouvez faire pour démontrer votre expertise et pour créer aussi une connexion. Vous avez créé une relation avec une personne. Imaginez, vous êtes en train d'écrire un texte qui répond aux besoins de quelqu'un. Automatiquement, il y a une relation qui est créée. Et la personne vous voit comme expert de ce domaine. Waouh, si cette personne-là se montre, parle de ce sujet-là, ça veut dire qu'elle connaît vraiment. Alors, les gens commencent à vous faire confiance. Et la relation est très importante dans le marketing des contenus. On va dire d'abord, on crée une relation et ensuite, on passe à la vente. Et ce marketing de contenu est très important sur les réseaux sociaux actuellement parce que les gens vont sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas pour acheter un produit ou un service. Les gens vont sur les réseaux sociaux justement pour voir des belles photos, pour s'amuser, pour des informations, pour plusieurs raisons, ils ne vont pas pour acheter. Alors, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous, et juste en faisant des publications vitrines, achète mon produit, ça ne va pas connecter. Parce que ce que la personne cherche sur les réseaux sociaux est différent de ce que vous donnez sur les réseaux sociaux. Et ça ne connecte pas, ça ne marche pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut donner ce que la personne cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche s'amuser, elle cherche des informations à propos de ces sujets-là. Les sujets que j'ai l'expertise, je donne ces informations. Ça crée une relation. Quelle est la prochaine étape? Je vends mes services, je vends mes produits. Et l'important de créer la relation, c'est que cette relation-là, elle va continuer même si vous changez un peu de domaine. La relation va continuer, vous allez continuer à interagir avec ces gens. Mais comment moi, OK, j'ai compris, il faut faire du marketing de contenu, c'est-à-dire il faut que j'écrive des bons textes dans mon domaine d'expertise pour attirer l'attention des gens, pour me connecter avec les gens. Mais comment je fais ça? Pour faire ça, il faut publier une photo, publier une vidéo, faire une photo sur une des plateformes, mais il faut faire attention avec les designs parce que parfois, quand on essaye trop, ça ne marche pas. Alors, dans ces cas-là, moins, c'est plus. Si vous ne connaissez pas encore comment prendre une belle photo, comment écrire un texte dans les formats qu'on voit sur Instagram, faites le plus simple. Parce que comme ça, vous n'allez pas choquer les gens avec beaucoup d'informations dans une seule plateforme. Faites simple, c'est le premier pas. Mais je ne sais pas comment je peux créer des contenus, des informations que je peux donner aux gens. Alors, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez créer comme contenu, quel est le texte que vous pouvez faire, ou la vidéo que vous pouvez faire, il faut savoir quel est le besoin de votre client.
il faut penser, alors quand quelqu'un vient me parler, si je vends un service, la personne me pose des questions par rapport à mon service. Alors, il faut chercher cette douleur ou ces besoins pour pouvoir écrire une communication qui est cohérente. Et comment faire? Euh, vous cherchez les questions que les gens vous posent le plus. Par exemple, comment est-ce que je fais pour acheter une maison en France? Je ne sais pas de quel document je suis brésilien et quel document j'ai besoin pour acheter une maison en France. Imaginez que vous vendez des maisons. Alors, vous pouvez créer une communication, écrire un texte, tout ça qui répond à cette personne. Une autre forme aussi, c'est de chercher sur Google avec des mots-clés dans votre domaine pour voir quelles sont les informations que les blogs donnent déjà. Alors, les blogs, on va un exemple, je suis une agence de voyage, je vends des voyages, et quelles sont les informations qu'on voit sur les blogs? On peut avoir des inspirations, trouver des idées pour créer un contenu authentique qui correspond bien avec la cible. Et une autre façon aussi est de voir qu'est-ce que la concurrence fait. La concurrence directe ou la concurrence indirecte, ou bien les gens qui font la même activité que vous faites, mais dans un autre pays, pour voir comment est-ce qu'ils font. Parfois, ça ne marche pas avec nous, parce que culturellement, on est peut-être différents et tout ça. Mais c'est important de chercher de comment ces contenus exploités par d'autres personnes. Et en parlant un peu plus précisément du design maintenant, je pense que c'est important de choisir quelques couleurs. Et là, vous pouvez faire une étude de votre marque pour savoir quelle est la couleur qui correspond. Par exemple, McDonald's qui choisit rouge et jaune. Il a une raison. Vous pouvez aussi choisir les couleurs qu'il y a déjà dans votre logo parce que vous avez déjà fait cette étude avant. Mais le plus important, ce n'est pas que ce design vous empêche de créer des contenus. Parce que c'est en écrivant et en faisant des vidéos et en communiquant que vous allez voir qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça ne marche pas. Alors, c'est juste quelques suggestions, comme par exemple choisir les couleurs. Et quand vous choisissez les couleurs, c'est plus facile en fait de créer une communication cohérente. Choisissez quelques polices, par exemple 3 polices, parce que sur Instagram, sous les feeds que je vous ai montrés, et vous voyez toutes les publications. Alors, s'il y a beaucoup de couleurs, ça peut faire bizarre et ça fait moche. Et ça montre moins votre identité. Parce que la police, les couleurs, la forme que vous écrivez, tout ça compose votre identité, l'identité de la marque. Il est important d'avoir une bonne identité de la marque sur les réseaux sociaux aussi pour que les gens vous identifient. Quand ils voient cette publication, bien sûr, cette publication vient de la part de la Chambre de commerce du Brésil en France, par exemple. Ensuite, il faut faire attention au format. Parce que Instagram, il y a les stories, qui est la vidéo qui disparaît dans 24 heures, et il y a un format vertical. Déjà, une publication en post que vous allez faire sous votre feed, il est un format carré. Alors, il faut essayer d'adapter les formats pour que ça soit facile à lire. Les gens ils cherchent des choses faciles sur les réseaux sociaux. Ils passent la journée en train de travailler et tout ça. Les réseaux sociaux, c'est un moment de détente. Alors, il faut faciliter tout le travail de la personne, de votre audience, de vos consommateurs. Et il faut faire attention pour ne pas couper les informations. Alors, il y a des applications en fait qui peuvent vous aider. Je vais vous suggérer une application à la fin de comment bien faire ces formats et tout ça. Une autre chose, c'est une publication qu'on appelle un format carrousel. Sur Instagram, cette publication-là, ce sont plusieurs photos comme slides, en fait, de diapos, et un à la suite de l'autre. Et pourquoi c'est important? Déjà, ça évite de polluer, d'avoir tout ça, toutes ces informations. Vous choisissez une information pour chaque diapo. C'est plus facile à lire aussi. Parce qu'il faut penser que certains mobiles sont petits, d'autres sont grands et tout ça. Alors, les gens lisent sur un mobile. Alors, il faut que ce soit facile à lire. Alors, si vous avez moins d'informations par diapo, par photo, plus facile c'est la lecture. Et ensuite, quelque chose de très important, c'est qu'Instagram, il envoie ses publications à plus de gens. Parce qu'il comprend cette publication comme plusieurs images et cette publication-là a plus de chances d'être vue. Et si elle est plus vue, on augmente une chose qu'on appelle l'engagement. Et je vais vous parler un peu plus d'engagement tout à l'heure. Et en parlant encore du design, c'est la couverture. Quand vous faites un Reels ou un IGTV, vous pouvez ajouter une couverture. C'est facile à ajouter. Et il est bien d'ajouter parce que vous pouvez dire de quoi il s'agit cette vidéo. La personne clique, elle sache déjà de quoi il s'agit.
et c'est aussi joli et ça aide à votre branding de votre marque. Ça veut dire ça aide à votre identité de la marque. Voilà. Là, on va parler plus d'interaction, d'engagement et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'engagement? On va dire qu'Instagram fait un calcul de combien de likes vous avez, des commentaires vous avez, de sauvegardes, pour voir à combien de personnes il va envoyer votre contenu. Par exemple, moi, j'ai 6 000 abonnés, mais ça ne veut pas dire que ces 6 000 personnes qui me suivent vont voir mes contenus. C'est une partie de ces personnes-là. Instagram n'en voit pas tout le monde, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus vu? Parce que, OK, j'ai des abonnés, mais comment je fais pour que mes abonnés lisent mes publications? Alors, il y a certaines astuces et on appelle certaines de ces astuces des CTA. C'est un terme d'anglais, c'est un terme du marketing qu'on utilise aussi pour d'autres parties, pas que pour les réseaux sociaux. Et qu'en français, on dit appel à l'action. On va inviter aux gens à interagir parce que les interactions sont très importantes. Parce que plus on a d'interactions, plus les gens vont voir nos contenus, plus de chances on a de convertir ces personnes-là à des possibles consommateurs de nos produits ou de nos services. Et ça augmente aussi la notoriété de la marque. Quand la personne voit, waouh, il y a je ne sais pas combien de likes sur cette publication, je ne sais pas combien de commentaires, parce qu'il est toujours possible de voir les likes quand on utilise Instagram depuis l'ordinateur. Les gens pensent, ah, c'est un bon produit, cette personne-là vend bien. Et tout ça, ça augmente la notoriété de la marque. Et comment est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention des gens? Appeler à l'action. Il y a quelques phrases en fait que nous pouvons utiliser pour générer cette interaction. Par exemple, on écrit un texte et on dit dites-moi un commentaire, dites-nous un commentaire, ça dépend comment vous parlez avec votre audience. Et il faut essayer de toujours ajouter des questions par rapport à votre post. Si vous expliquez comment acheter un bien immobilier en France, il faut que la question que vous posez quand vous écrivez les posts soit un rapport. Et pourquoi c'est important de poser la question? Parfois, la personne a envie de commenter quelque chose, mais elle ne sait pas quand commenter. Parfois, elle n'a même pas pensé à commenter. Et quand on invite la personne à commenter quelque chose, elle va dire, ah tiens, j'ai quelque chose à dire. Une autre chose qui est importante, alors ici, je vous montrer un peu un Instagram, un fond Instagram, mais ici, il y a les likes, c'est les petits cœurs, les commentaires. Ensuite, il y a un petit avion là où vous pouvez envoyer cette publication. Et ça, c'est important aussi, parce que tout ce qui est like, commentaire, envoyer la publication et tout ça, c'est des interactions et ça aide à votre engagement. Et vous pouvez demander aux personnes qui vous suivent sur Internet, sur Instagram, pardon, à votre audience de partager. Partager avec un ami, partager ces informations avec quelqu'un. Imaginez, je vends un voyage, alors partagez, je vends un voyage en Afrique du Sud. Partagez ces posts avec un ami qui vous savez qui s'intéresse par l'Afrique du Sud. Essayez toujours de parler, essayer de guider la personne à interagir. Il y a aussi la sauvegarde, c'est cette icône-là qui est très important aussi pour les métriques, en fait, plus important que le like. Et alors, on peut, pour inviter les gens à sauvegarder, j'ai donné un exemple de phrase ici, ces contenus vous intéressent, sauvegardez ces posts pour consulter plus tard. Et vous pouvez trouver d'autres informations par rapport aux posts que vous avez écrits. Là, je vous ai dit, partagez les posts et taguez un ami qui a besoin de cette information. Taguer un arrobase qui a besoin de cette information. Tout ça, ça génère de l'interaction. Une autre façon aussi de générer de l'interaction, c'est sur les stories, qui est ici. Je vous ai montré. À l'intérieur de ça, vous avez l'enquête, vous avez des questions, c'est en portugais. Il y a les tests. Pourquoi c'est important? Chaque fois que la personne interagit avec vous, qu'elle répond quelque chose, ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'Instagram envoie vos posts à cette personne-là. Alors, parfois, c'est difficile d'interagir parce que les personnes regardent vite et tout ça, elles défilent. Mais quand il y a une question, surtout quand on demande son avis à propos de quelque chose, les gens ont tendance à répondre. Et quand ils répondent, ça crée, on va dire, une relation. Instagram comprend la machine qui est, on appelle ça algorithme. L'algorithme que cette machine comprend, ah, cette personne-là, elle s'intéresse par ses contenus, alors je vais envoyer ces contenus à cette personne.
Alors, c'est pour ça qu'il est important d'utiliser les enquêtes. Vous pouvez, par exemple, vous vendez des bijoux, par exemple. Il y a une bijou qui est rose, une autre qui est verte. Vous pouvez dire, ah, si vous préférez la rouge, réagissez avec un petit cœur. Si vous préférez la verte, réagissez avec un feu. Et tout ça, toutes ces réactions et interactions, il y a dans le propre Instagram. C'est très facile. Et les gens vont interagir avec vous. Et ces enquêtes-là, elles servent même à vous aider à créer d'autres contenus et aussi de savoir qui est-ce que votre audience aime en fait. Vous pouvez utiliser pour votre étude de marché. Bien sûr, en faisant très attention avec les informations. Et il y a un petit hacker que je vais vous donner. Si jamais vous sentez que vos stories, les views de vos stories baissent, si les visualisations baissent, vous pouvez attendre 24 heures, comme ça, tous les stories que vous avez fait la journée suivante, ils seront supprimés automatiquement. Et vous recommencez en faisant des enquêtes. Trois enquêtes, trois stories, chaque story avec une enquête, une question différente. Ça aide à rebooster, ça donne un boost à vos stories. Et c'est bien aussi qu'on veut vendre quelque chose à la fin. Parce qu'on augmente d'un coup les views, ça va augmenter les visualisations. Et du coup, à la fin, vous pouvez proposer quelque chose et vendre quelque chose sur les stories aussi. Tout à fait possible. Alors, ça, c'est très, très bien. Et ensuite, il y a aussi les hashtags que je vous ai mis là, que vous pouvez utiliser les hashtags sur vos stories et aussi sur vos publications. Et en fait, elles servent à montrer ces publications à des gens qui ne font pas partie peut-être de votre audience. Il faut juste faire attention parce que certains hashtags sont bannis par Instagram. Et pour savoir si les hashtags sont bannis, vous pouvez chercher sur Google. Alors, j'ai dit que j'allais donner quelques conseils de quelles sont les applications. Et moi, pour faire cette présentation, par exemple, pour faire plusieurs posts pour la Chambre de commerce du Brésil en France et aussi pour moi perso, j'utilise Canva. Si vous n'avez pas les moyens de contrater, d'embaucher un designer, je pense que c'est un bon début. Il ne faut juste pas que vous ne faites pas. Vous avez peur de commencer, il faut se lancer sur les réseaux sociaux, il faut se lancer sur Instagram. Plus rapide vous lancer, meilleur c'est. Et Canva, il y a plusieurs templates, déjà avec les formats que je vous ai dit, carré, tout ça. Vous pouvez chercher publication en format Instagram. Vous allez tout trouver sur Canva. Il y a déjà des templates qui sont faits. Il faut juste remplacer. Si vous avez un peu du mal au designer au début, remplacez juste les informations. Et petit à petit, vous allez apprendre. Et une autre possibilité aussi, Canva est gratuit, mais il a une partie pro qui a plus de choses, comme d'habitude. Et il y a une autre application qui s'appelle Insta Spacer, qui est très bien parce qu'elle sert à organiser votre texte quand vous publiez sur Instagram. Parce que c'est difficile à lire sur les mobiles. Alors, quand vous organisez les textes, c'est encore plus facile. Et elle est facile aussi à télécharger et à utiliser. Mais j'ai besoin de vous dire qu'il faut faire très attention avec les applications que vous choisissez. Parce que certaines applications, quand elles demandent de se connecter avec Instagram, vous pouvez avoir vos comptes bannis par Instagram. Parce qu'Instagram ne veut pas que vous passez par des intermédiaires. Alors, essayez de ne pas donner votre mot de passe, même pour des comptes qui servent à vous aider sur Instagram. Parce que cela peut vous bannir et votre engagement, toutes ces interactions que je vous ai parlé, peut baisser. Alors, faites attention. InstaSpace, ce n'est pas le cas. Vous ne mettez pas votre mot de passe ni rien et Canva pareil. Et une autre chose à faire attention aussi, avoir beaucoup de gens qui nous suivent, c'est intéressant, c'est important, oui, mais le plus important, c'est l'engagement. Ça veut dire les interactions que nous avons, les commentaires, les likes. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui interagissent qui vont peut-être acheter notre produit ou nos services. Et si on passe par d'autres méthodes pour avoir plus d'abonnés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile d'avoir d'abonnés. Il y a des robots qui en arrivent à avoir plus d'abonnés grâce à des robots. On peut acheter, on peut participer à des tirages au sort qui n'ont pas un rapport avec notre service, parce que tirage au sort qui a un rapport, c'est une autre histoire. Mais ce qui est difficile, c'est avoir un engagement, c'est avoir des interactions. Alors faites juste gaffe à toutes les choses que vous allez faire pour avoir plus d'abonnés, parce que ça peut être un problème. Si vous avez 20 000 abonnés, mais Instagram envoie votre contenu, montre votre contenu qu'à 2% de ces personnes-là, c'est moins intéressant que si vous avez moins d'abonnés et plus d'engagement.
Alors, il faut juste faire attention de comment gagner des abonnements. Il faut essayer de faire tout dans les règles d'Instagram, comme ça c'est plus simple. Et pour finir, il y a, si vous voulez savoir vos métriques, s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui vous suivent, d'où viennent ces personnes-là, il y a information qui c'est juste sous votre bio d'Instagram, il y a information sur votre compte. Vous cliquez sur information et vous allez savoir plein de choses par rapport à votre contenu. Voilà. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, tout à la fin de la présentation de Bruna, je serai ravie de vous répondre aussi. Et allez sur Instagram. Parfait, ben, merci beaucoup Isolandia. Si tu peux juste arrêter les partages d'écran, c'est bon? C'est bon. Ok. Hop, je partage mon écran du coup. Hop. C'est bon. Bonjour à tous. Alors, il y en a certains qui me connaissent déjà, qu'on se connaît, probablement de l'événementiel, des événements qui ont eu lieu à la Chambre du commerce ou d'autres endroits. Vous êtes tous probablement en train de se demander mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était dans l'événementiel. Comme vous, j'ai dû m'adapter aussi pendant cette période de pandémie. On s'est tous un peu trouvé des solutions pour nos affaires, pour nos business. Et Bistaff, justement mon entreprise, on s'est dirigé vers le digital. Donc là, je vous ai préparé une présentation spéciale sur tout ce qui est SEO pour booster vraiment votre site internet. Là, on a parlé des réseaux sociaux. Maintenant, on va parler des sites internet. Comment être trouvé plus facilement sur Google ou d'autres moteurs de recherche. La présentation d'aujourd'hui, donc, elle consiste à définir brièvement qu'est-ce que c'est le SEO, pourquoi investir mon temps, des fois de l'argent sur ce levier-là, les bases d'un SEO et aussi des outils indispensables qui moi-même utilise à l'agence et les tendances à venir. Finalement, on va répondre tous ensemble comment être donc en première page Google. Donc, l'SEO, c'est quoi? En anglais, on dit Search Engine Optimization, en français, du référencement naturel. Donc, ces termes, il va définir un ensemble de techniques on-page et off-page, des choses qu'on fait sur notre site et des choses qu'on y travaille à côté, qui aident aussi à mieux nous référencer. Donc, pourquoi y passer du temps? Pourquoi j'investis mon temps là-dessus? Donc, je vous ai ramené quelques chiffres. 91% des clics se sont faits sur la première page Google, dont 60% sur les 3 premiers liens. Donc, l'importance de bien travailler, d'investir votre temps et créer du contenu de qualité, tout est là. Vous avez les chiffres, il n'y a pas de questions à se poser, travaillez dessus. Déjà pour Google, mais aussi le troisième élément que je vous ai ramené, c'est l'image de votre marque. Donc, quand on a des clients, quand on offre un service ou un produit, on doit garantir qu'on apporte quelque chose à nos clients. Donc, il n'y a pas que vendre mon produit, vendre mon service. Je vais aussi montrer que je leur offre du contenu, que j'offre justement l'information dont ils cherchent. Donc, je ne vais pas tout simplement envoyer une newsletter en disant je vends ces produits, achetez-les-moi. Non, si j'ai un bureau d'avocat, par exemple, je suis propriétaire d'un cabinet d'avocat, d'un cabinet RH, je vais envoyer une newsletter ou faire des articles sur mon blog en rapport avec mon activité. Si c'est un cabinet d'avocat, je vais parler des nouvelles lois, des lois Sapin 2, la RGPD, je vais offrir des choses comme ça qui participent, qui challenge mes lecteurs. Ça fait partie de la challenge. Donc voilà, pour l'image des marques, c'est très très important. Vous êtes là à offrir un contenu qui est vu comme un contenu de qualité par vos lecteurs. Donc, il y a au point, Google est là, il voit ce que vous faites, mais il faut aussi surtout penser à vos clients et aux personnes qui peuvent être susceptibles d'y devenir. Voilà, parlons maintenant des bases du SEO. Comment je fais, comment je m'y prends, je suis intéressée, j'ai envie de les faire, mais comment y parvenir? La première chose que vous devez vraiment vous poser comme question,
c'est qu'est-ce que les personnes qui cherchent mes services, mes produits, elles tapent sur un moteur de recherche. Quand je dis moteur de recherche, c'est Google, Bing, Yahoo, n'importe. Qu'est-ce qu'elles vont écrire? C'est quoi la recherche? C'est quoi la requête cible? Qu'est-ce qu'elles tapent pour trouver ma page, mon site internet? Donc, produits brésiliens en France. Les gens qui cherchent ça, qu'est-ce qu'ils vont taper? Il faut vraiment se mettre à la place de ces interlocuteurs afin de trouver les bons mots-clés. Ensuite, quand vous avez déjà une petite idée, on va utiliser certains outils pour comprendre les volumes. Donc, moi, je vais comparer produits brésiliens en France, produits brésiliens à Paris. Je vais voir lesquels a plus de volume, les moins de concurrence. Je vais mettre une recherche, une requête la plus explicite possible parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils vont vraiment aller droit au but. Donc, il faut que vous soyez aussi dans la même longueur d'onde que votre audience. Donc, aujourd'hui, par exemple, on va chercher cabinet consulting d'image à Paris. Est-ce que c'est une recherche qui a beaucoup de volume? Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça? Ok. Il n'y a pas beaucoup de concurrence? Parfait. C'est clair, c'est explicite, ça donne envie. C'est les mots-clés parfaits. Voilà. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou n'oubliez pas de mettre-les de côté et on va en parler à la fin. Donc, comme je vous ai dit, nous avons la partie homepage, tout ce qu'on travaille à l'intérieur de mon site, et la partie off-page, c'est tout ce qui est l'environnement du site, parler autour de vous, rester en contact avec votre audience. Là, on va entrer plus en détail. Donc, pour tout ce qui est homepage sur votre site directement que vous devez travailler, ça va rentrer un petit peu dans un côté technique, mais n'hésitez pas à mettre vos questions de côté et on va en parler après. J'ai des exemples aussi. Donc, très, très important, c'est les balises. Sur chaque page, on doit travailler sur des balises. Quand on dit balises, on parle des titres. Pour Google, c'est une machine et il ne sait pas lire. Donc, il va comprendre votre contenu. H1, c'est la priorité numéro 1. Donc, j'ai un site d'une épicerie brésilienne à Paris. Donc, mon titre H1 va être épicerie brésilienne Paris. Voilà. Mon titre H2, c'est-à-dire mon sous-titre, en deuxième priorité, c'est vous cherchez des produits brésiliens à Paris, venez nous voir à telle adresse ou pour déguster tel ou tel produit. Et là, c'est H2. Et ainsi ensuite. Donc, H3 pour ce qui est un petit peu moins important. Après, on a H4, H5, H6 pour des sites plus complets, plus dans la théorie. Mais normalement, on reste dans les trois premiers, H1, 2 et 3. Après, on a la balise méta. Ça, c'est encore une fois les langages Google. C'est tout simplement les titres du résultat sur Google et la description. C'est la petite description qu'on voit juste en bas. Vous avez ici un exemple. Donc, la recherche était trouver des produits brésiliens en France. Et là, nous avons tout de suite quelqu'un qui a très bien travaillé. Je pense qu'ils sont sous la chambre de commerce, ils sont inscrits. Donc la balise méta-titre, elle est juste là, produit du Brésil en France et Europe, épicerie brésilienne. Donc c'est tout à fait dedans, c'est tout à fait dans les thèmes. Si je cherche ça, je vais tout de suite tomber sur leur page. La méta-description, c'est tout simplement la description qui apparaît sur Google encore une fois. Et c'est très important d'y travailler, parce que sinon, Google il va tout simplement prendre une partie de votre texte, ça ne va pas être optimisé. Du moins, pas si bien que vous-même ou quelqu'un de votre équipe travaille dessus pour bien optimiser cela. Les produits du Brésil, pour les coups, ils sont très très bien parce que c'est lui qui est juste en dessus, c'est-à-dire presque la moitié du trafic vont pour ces deux premiers liens. Il parle des produits du Brésil aussi. Donc, c'est un blog qui parle d'eux. Un blog forcément très bien référencé et qui a une grande autorité de domaine. Donc, c'est super pour produits du Brésil. Très bon travail. Revenons maintenant au slide précédent. Hop. Voilà. Ensuite, on travaille aussi sur les images. Donc, les images, il y a une petite anecdote. Avant, Google, les balises out, elles servaient pour des gens aveugles. On ne pensait pas
encore référencement. Quelqu'un qui est en train, qui ne peut pas lire et qui est en train d'écouter votre texte, elle tombe sur une image et l'image, comme elle ne peut pas voir forcément, elle va écouter une fille qui balade son chien. C'était ça. Ça servait à ça, les balises alt. Et Google, il a pris cette fonctionnalité-là pour lire vos images. Google aussi, il ne peut pas voir l'image en soi, donc il faut l'aider. On l'aide en mettant des balises alt et cela aide beaucoup. Ça compte beaucoup pour Google et d'autres moteurs de recherche pour un bon référencement. Ensuite, nous avons l'URL optimisé. C'est tout simplement les liens de votre site ou de votre page. Donc, il faut aussi mettre vos mots-clés là-dessus en évitant de mettre des prépositions, des verbes qui vont allonger un peu de trop votre URL. Donc, être très ciblé, très précis aussi dans l'URL. Donc, comme vous pouvez voir, tout détail compte pour Google, pour les moteurs de recherche. Donc, travaillez-y, c'est très important. Ensuite, nous avons les liens internes. Donc, je donne un exemple. Quand on tape une recherche, souvent, on tombe sur les pages Wikipédia. Pourquoi? Parce qu'ils ont des liens internes partout. On va chercher la définition de quelque chose sur une période historique sur Wikipédia. Donc, les croisades, Wikipédia. Et tout de suite, on voit plein de liens sur d'autres périodes, sur des acteurs qui ont fait partie de cette période-là. Et vous restez sur le site Wikipédia. Vous ne sortez pas, il y a tout dedans, il y a plein de liens. Et ça compte beaucoup pour les moteurs de recherche également. Après, je vous ai mis attention à l'expérience utilisateur. On ne va pas mettre des liens partout, on n'est pas Wikipédia, il faut respecter aussi une expérience optimisée. La personne n'est pas là pour voir 15 000 liens sur la même page. On met un ou deux grand max, ça suffit. Ça aide beaucoup dans le référencement et ça n'empêche pas la personne d'avoir une bonne expérience sur votre site. Et enfin, les contenus et les ROAS, Content is King. Donc, travaillez bien sur les contenus de votre page. Comme je vous ai montré, la personne, elle va taper une recherche, c'est à vous de répondre. On fait ça en travaillant sur le bon contenu, sur nos pages, sur notre blog, ajouter les bons mots-clés. Parce que ça va aider juste la personne qui a tapé les recherches à tomber sur votre contenu. Donc, on va mettre des mots-clés un petit peu partout sans non plus abuser. Il faut vraiment savoir mesurer la main là-dessus et travailler bien sur les contenus. Encore une fois, on a la page. Là, si vous voyez, il y a l'URL aussi qui est très bien travaillée, produitsbrésil.com, épicerie. Et enfin, l'optimisation off-page. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de votre site. Là, ce n'est pas à vous de traiter les contenus ni les aspects techniques. C'est vraiment aller voir des gens, des acteurs de votre secteur qui, forcément pas vos concurrents, mais des produits ou services complémentaires aux vôtres, qui ont une certaine autorité dans les domaines également et qui vont parler de vous, tout simplement. Je vous donne un exemple. J'ai une école des langues. Je demande au Figaro, étudiant, de parler de mon école. Donc Figaro, il y a une autorité qui est énorme, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de gens vont dessus. Et si je fais un article que les Figaro publie et qui dit merci beaucoup à l'école Langue Brésil, c'est très très bien. Google il voit ça comme quelque chose de très positif. Donc n'hésitez pas à regarder quels sites sont autorités dans votre secteur et échanger des articles avec eux, essayer de se faire publier dans ces sites-là. Les annuaires, ils comptent aussi. Avant de mettre votre site partout, regardez bien, je vais vous donner les outils qu'il faut pour connaître la pertinence, l'autorité de ces sites-là. Encore un petit peu dans l'aspect technique, on a l'entrée des liens. C'est tout simplement, j'ai un article et c'est un article sur une nouvelle loi. Et à la fin de l'article, la personne qui publie, l'entreprise qui publie mon article, il met cabinet d'avocat Paris. Et c'est là, il va mettre son lien. Donc la personne, elle va cliquer directement sur cabinet d'avocat Paris qui va pointer vers votre site. Donc Google, il comprend cabinet d'avocat Paris. Ah, c'est ce cabinet-là.
Il comprend que vous êtes lié à ces mots-clés-là. Ça va encore renforcer votre image auprès de Google. Et ça n'empêche en rien du tout au niveau de l'expérience utilisateur. C'est qu'il y a du positif. Là, je vous ai mis un petit exemple. J'espère que ça s'affiche bien pour tous. Ça, c'est l'exemple de mon agence Bistaff. Donc là, les meilleurs liens que nous avons pour le moment, c'est WizEvent. Donc c'est un service complémentaire et ils font de la billetterie en ligne. Ils ont une autorité de domaine qui est très bien. 89, c'est 89%. Hein. Il y a très peu de gens qui ont 100. Par exemple, Apple, Google en soi, Facebook, ils ont 100. Tout le monde parle d'eux, donc c'est normal. Les plus vous avez une activité de niche, les plus simple c'est de devenir une autorité. Après, là encore, l'ancrage texte, c'est-à-dire l'encre. Quand WizEvent a écrit Bistaff, il a mis notre site. Donc, n'hésitez pas à parler à d'autres acteurs, à dire, écoutez, moi, je rédige un article pour vous et vous rédigez un article pour mon site. Donc, la personne, l'entreprise elle-même, le content manager ou la personne responsable du marketing, il va rédiger un article et là, il va prendre tous ces éléments en compte. Donc, il va mettre les mots-clés qui vont se référencer. Il va mettre les liens là où il trouve que c'est une bonne encre pour lui. Et tous ces éléments vont être pris en compte avant. On ne laisse pas que l'autre personne, c'est pas l'autre personne qui va s'en occuper, c'est vous-même et vous faites juste un échange. Encore une fois, nous avons aussi quelques aspects techniques à prendre en compte. Donc, il faut absolument que vous ayez un domaine sécurisé. Donc, HTTPS, ça veut dire tout simplement que votre domaine est sécurisé. Cela est de plus en plus important pour Google. Crawler votre site aussi, il y a des sites pour faire ça. Quand je dis crawler, c'est tout simplement faire une analyse comme si Google était en train de regarder vos pages. Google, il vient presque toutes les semaines regarder ce qui se passe, si vous avez du nouveau contenu. Et les personnes, les entreprises les plus actives, elles sont plus susceptibles d'être en première page, justement. Donc, encore une raison de publier, de mettre votre site à jour. Les noms du domaine aussi, faites simple, sans plan de éviter les petits détails superflus, vraiment les plus simples possibles. Par exemple, agence de communication, Bistaff. Voilà. Votre nom du domaine, il doit aussi être un facteur du référencement. En gros, tout va être pris en compte par vous. Chaque détail, c'est vraiment très, très complet comme outil. Donc, la vitesse de chargement des pages, tout est pris en compte. Tout ça, c'est pour venir à l'expérience utilisateur. Donc, comment la personne qui tombe sur votre site, elle se sent. Est-ce que c'est du contenu qu'elle recherche? Sinon, le taux de rebond va augmenter. Par exemple, j'arrive sur un site, je tape une recherche cabinet des ressources humaines à Paris et je tombe sur un site qui me parle des chaussures. Rien à voir. Ils ont juste pris n'importe quel mot-clé pour bien se référencer, des mots-clés sans beaucoup de concurrence, des mots-clés qui voilà. Il y en a des gens qui font n'importe quoi et c'est pas bon parce que j'arrive sur leur site, je sors tout de suite. Google, il voit que c'est négatif. Et ça, c'est ce qu'on appelle un taux de rebond. La personne, elle arrive, elle rebondit, elle sort tout de suite. C'est pas bon, faites pas ça. Taux de conversion. Donc, si vous avez forcément un site vitrine, c'est plus difficile à voir les taux de conversion. C'est surtout pour l'image des marques. Mais si vous avez un e-commerce, vous savez que votre site, il est bon tout simplement parce qu'il convertit. J'arrive à chiffrer, j'arrive à avoir des commandes. Les gens, ils remplissent des formulaires, ils sont actifs. Mon site, il marche. Pour cela, il faut avoir un bon parcours d'utilisateur. Il faut comprendre ce qu'il fait. Les gens, quand ils arrivent sur mon site, c'est quoi les schémas? Ils vont sur la home page, ils regardent ensuite les services. Il faut vraiment faire en sorte de faire tout un parcours pour l'utilisateur. Se mettre à sa place et créer un parcours optimal pour lui. Ensuite, on passe à la partie les outils, les plugins indispensables pour avoir un bon SEO. Donc, il y a plein de choses qu'on peut télécharger. Des Uber Suggest, par exemple, c'est un outil qu'on utilise beaucoup à l'agence. C'est comme ça qu'on arrive à voir l'autorité de domaine à nous-mêmes, à des concurrents, à des sites complémentaires qui peuvent éventuellement devenir des backlinks, des liens entrants qui pointent vers mon site. Ensuite, nous avons aussi les Keyword Research. Ça, c'est
c'est une extension Google Chrome qui nous aide à trouver d'autres mots-clés. Donc, moi, je vais taper cabinet d'avocat Paris. Donc là, il va me montrer plusieurs variations qui peuvent aussi devenir des mots-clés pour mon site. C'est très, très intéressant, cette extension-là. Ensuite, on a un Yoast qui nous aide dans la partie homepage. Il va nous montrer vraiment comment mettre les balises méta-titres, la méta-description. C'est très, très pratique. C'est avec Yoast qu'on fait ça. C'est gratuit. Ils ont une version payante aussi. Tout ce que je vous montre aussi dans cette première ligne, c'est gratuit. Mais pour avoir un service plus complet, quelque chose encore meilleur, vous pouvez avoir la partie payante aussi, un abonnement. Ensuite, Google Analytics, qui sert à regarder les comportements des personnes qui viennent sur mon site, d'où ils viennent, leur âge, les pages qu'ils ont visitées, les canaux, d'où ces personnes viennent. C'est de Facebook, c'est de LinkedIn, Instagram, c'est des recherches organiques. Comme ça, avec Google Analytics, vous pouvez analyser d'où vient votre trafic et qu'est-ce qui marche. Est-ce que c'est Facebook? J'ai payé 1000 € de publicité Facebook, ça n'a pas converti, je n'ai pas eu de trafic grâce à ça. Soit je vais investiguer, je vais voir ce qui se passe, soit je vais diriger mon budget vers un autre levier. C'est très important de regarder l'analytics. Ensuite, les Google Search Console, aussi très très important parce que c'est un peu votre intermédiaire avec Google. Donc, on va sur Search Console pour voir les feedbacks de Google. Donc, s'il y a des pages à améliorer, s'il y a des pages cassées, des choses que vous devez améliorer, quels sont les mots-clés qui convertissent les plus, tout ça, on peut voir avec Search Console. Donc, les deux derniers, par Google, ils sont gratuits. C'est tout à fait de l'intérêt de Google que vous utilisez ces produits, donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est gratuit. Sinon, les trois autres, comme je vous ai dit, il y a une partie d'abonnement payant. Ensuite, les tendances SEO pour la prochaine année, ça a déjà commencé, bien évidemment, mais ça va être de plus en plus important, surtout en France. On voit un petit peu les tendances qui viennent des États-Unis. On est un petit peu derrière, mais ça veut dire que ça va devenir quelque chose aussi en France, au Brésil, un peu partout. La tendance est un peu la même. Les recherches mobiles. Donc, quand je commençais à toucher un petit peu tout ce qui était sites, réseaux sociaux, les recherches sur mes mobiles, elles étaient à environ 20%. J'avais déjà un site. Je me suis dit, mais c'est juste 20%. Je ne vais pas me casser la tête à optimiser l'expérience de quelqu'un qui vient sur les mobiles. Il a qu'à aller voir les desktops après sur son ordi. Grosse erreur, déjà parce que 20% c'est quand même représentatif. Et aujourd'hui, c'est encore plus. Ce nombre, il a augmenté exponentiellement à presque 60% des personnes qui font des recherches avec leur table. Donc, c'est surtout pas à négliger. Si vous avez un site, il faut absolument qu'il soit optimisé pour les mobiles. Ensuite, une grosse tendance aussi, c'est les référencements locaux. La plupart des exemples que je vous ai donnés, je disais toujours Paris, São Paulo. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils vont tout de suite mettre ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Donc, la recherche avec la ville, voire les quartiers carrément, sont de plus en plus courantes sur les moteurs de recherche. Donc là, je vous ai mis cabinet d'avocat Paris 7e. Déjà, c'est très ciblé. Si vous êtes bien référencé là-dessus, la personne, elle est plus susceptible de venir s'intéresser par vos services parce que c'est exactement ce qu'elle cherche, où elle cherche. Vous êtes au bon endroit, à la bonne mouche. Et c'est parfait. C'est comme ça, c'est une grande tendance. N'hésitez pas à vous en servir. Ensuite, tout ce qui est vidéo, nous avons parlé des images. Il y a aussi la partie vidéo. Très, très importante aussi de bien optimiser, créer du contenu, l'optimiser, qu'il n'alourdisse pas votre site, qu'il soit représentatif, qui explique à vos utilisateurs qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous proposez. Les vidéos, c'est de plus en plus important, non seulement pour les réseaux sociaux, mais comme vous pouvez voir, pour les sites internet aussi, pour votre référencement. Servez-vous donc des vidéos. Ensuite, la recherche vocale. Grosse tendance aussi. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des outils comme Alexa, Google Home, Siri. Donc, dis Siri, je cherche un salon de coiffeur proche de moi.
Elle va tout de suite chercher les choses autour de vous. Très, très pratique. Donc, de plus en plus, les gens ils vont donner un peu moins d'importance pour les mots-clés, mais ils vont penser surtout dans une façon sémantique. Comment la recherche vocale elle est faite. Donc, un peu moins carré et plus comme si c'était dans les vocales. Il faut que vous travaillez votre contenu pensant aussi à la recherche vocale. Et à ne pas négliger, encore une fois, un domaine sécurisé. Google ne va pas mettre votre page en premier résultat si votre domaine n'est pas sécurisé. Et une nouvelle tendance qui arrive, c'est les SXO. Donc, c'est les Search Experience Optimization. Donc, de tous les critères que nous avons parlé ici, les UX, l'expérience utilisateur, va être la plus importante. Donc, vraiment, créer un parcours, l'apparence, la qualité de votre site, que les taux de rebond soient très bas, ça veut dire les personnes qui viennent de votre site, ils restent. Les taux de conversion aussi, ensuite, c'est qui du bénéfice pour vous, c'est vraiment à pas négliger. Donc, l'expérience utilisateur, qu'elle soit optimale. Donc, pour finir, je vous laisse un moment des questions. Comment donc être en première page Google? Nous avons ici parlé de plusieurs éléments. Donc, pour résumer, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a une autorité de domaine des 80-90 sur 100. C'est vraiment un travail technique du contenu. Encore une fois, content is king. Le contenu, c'est les rois. Et encore une fois, c'est beaucoup de travail. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de recette magique. Il y a plein de petits éléments à prendre en compte, à bien travailler. Et ensuite, vous allez forcément avoir plus de chances d'être en première page Google. Merci beaucoup. Je vous laisse mes contacts pour ceux qui s'intéressent, qui ont envie de s'élancer, qui ont des questions ou qui ont vraiment besoin d'aide là-dessus. Ce serait vraiment avec plaisir. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question à poser. Yuri, il pose la question suivante. Pour une société qui est au Brésil et elle est enregistrée avec .com.br, comment elle peut apparaître sur le Google ici en France? S'il y a des limitations ou quelques règles pour ces cas? Alors, ça joue, oui, parce que, encore une fois, la recherche locale, elle va privilégier les domaines .fr, voire .com. Le mieux, c'est d'avoir un domaine .com. À mon avis, la solution serait d'acheter un autre domaine .fr ou .com. Des fois, les domaines .com ils sont très très chers, donc à défaut de pouvoir s'acheter les .com, achetez les .fr et redirectionner sur votre site BR s'il est en français. Vraiment. Et là, vous travaillez là-dessus. Oui, ok. J'ai une question pour Isolândia, là c'est moi-même. Isolândia, je crois que c'est intéressant d'expliquer pour les gens comment augmenter les followers, né, os seguidores, de comme ça au Instagram. Alors, en fait, j'ai vu que j'ai dépassé un peu le temps. Et du coup, je me suis dit, si jamais il y a la question, je chronométrais mon temps. Et en fait, il y a de façon organique, c'est que il a une métaphore du marketing des contenus qui explique bien ça, c'est que si les jardins, il n'est pas bien entretenu, les papillons ne viendront pas. Alors, c'est pareil avec les réseaux sociaux. Si le jardin n'est pas bien fait, si on n'a pas un bon contenu à proposer, à offrir, les papillons, ce sont les consommateurs, l'audience ne va pas venir. Alors, on va dire que ces papillons qui viennent grâce au contenu, c'est presque du organique parce qu'on écrit et ils viennent. Mais si on veut envoyer un parfum pour que ces papillons viennent un peu plus vite, il y a aussi le trafic payé qu'on peut utiliser sur Instagram. Il y a d'autres façons aussi qu'on peut faire des parties. Coupé. Un problème? Ouais, je crois qu'il y a un problème avec Isolândia.
J'ai d'autres questions ici à poser. On va attendre qu'elle s'y connecte. S'il y a quelqu'un qui veut poser quelques questions pour Brune, vous pouvez profiter, vous pouvez activer votre micro pour poser directement. J'ai vu qu'il y a Laura Gertz. Est-il possible de diviser les sites de façon à cibler 2 boutiques différentes dans 2 villes différentes? Alors, les plus simples et aussi les plus optimisés, c'est de mettre des contenus vis-à-vis de ces 2 villes. Donc, vous pouvez l'optimiser sur les mêmes sites. Vous avez 2 possibilités, bien évidemment. Soit vous créez 2 sites différents, soit vous travaillez sur des mots-clés pour ces 2 villes. Donc, c'est vraiment à vous de choisir, de tester la meilleure façon en travaillant pour les villes. Google, il arrive à prendre en compte, encore une fois, avec les titres H1, H2, H3, il arrive à connaître quels sont les besoins de là où vous voulez cibler. C'est-à-dire, dans une page avec la boutique 1, je mets les H1 boutiques à Paris. Et l'autre page, les H1, ça va être les titres 1, c'est-à-dire il va être boutique à Bordeaux. Donc, le Google, il arrive à comprendre de quelle boutique vous parlez et il va vous référencer sur des 2 boutiques. Oui, merci. Il y a des questions ici, mais c'est pour Instagram, donc... Je suis là. Ah oui, voilà. Super. Mon internet est tombé d'un coup et j'ai continué à parler en fait. Alors, je ne sais pas jusqu'à où vous avez compris ma réponse. Oui, Je vais la répondre à nouveau parce qu'on n'a rien entendu. Ah, d'accord, parce que j'ai parlé pendant longtemps. Alors, en fait, vous avez entendu la métaphore du marketing de contenu? Oui. Oui. Alors, justement, les parfums, pour envoyer les parfums pour que les fleurs viennent, les papillons viennent plus vite, vous pouvez faire du trafic payé dans Instagram ou bien dans Facebook. Et une autre option aussi, c'est du faire des partenariats, de trouver des personnes qui ont un business qui a un rapport avec les vôtres. Et faire des partenariats, c'est-à-dire faire des lives ensemble, ou bien vous pouvez contacter la personne, vous diffusez mon Instagram, je diffuse le tien. Il faut essayer de créer des relations en fait, parce que les relations sont très importantes pour augmenter le nombre d'abonnés. Et les gens ont souvent peur de la concurrence ou tout ce qui est rassemble la concurrence, mais de ce que j'ai vu, parfois ça aide en fait à augmenter l'autorité. Et si la concurrence fait trop peur, ça peut être quelque chose qui a un rapport, pas vraiment directement. On va dire 2 avocats, mais ce sont 2 spécialistes de domaines différents. Et du coup, vous pouvez chercher des gens pour pouvoir communiquer ensemble. Et comme ça, l'audience, vous allez partager l'audience. Et ça, c'est très bien. Mais une autre façon aussi, c'est essayer d'utiliser tout ce que vous avez comme un site web, groupe Facebook et tout ça pour inviter les gens à aller sur votre Instagram. Par exemple, il y a des groupes, les Brésiliens qui sont à Paris, qui vendent quelque chose à Paris. Il y a plus de 30 groupes de Brésiliens à Paris, ou de Brésiliens en France en général. Alors, vous pouvez aller sur ces groupes et faire du marketing des contenus. C'est-à-dire, il ne faut pas juste je fais ça et je vends ça. Non, donnez quelque chose à ces personnes-là et ensuite laissez vos commentaires avec vos petits Instagram tout en bas et tout ça. Et bien sûr, il faut voir si les groupes Facebook, ils permettent de faire ces genres de publicité, on va dire. Mais c'est un bon astuce. Souvent, les gens pensent que Facebook est mort, mais les groupes sont très vivants. Moi, dans mon compte personnel, j'ai fait une publication qui a super bien marché. Et dans une semaine, genre 3 jours, j'ai eu 1000 nouvelles personnes qui sont arrivées. Du coup, ça marche. Alors, essayez. Ça ne marche parfois pas de premier coup. Il faut vraiment regarder, aller sur les groupes Facebook et voir comment les autres font et les publications qui ont plus de likes. Et du coup, vous allez essayer de faire les mêmes genres de publications, mais bien sûr avec votre contenu. Ah, la personne a utilisé une photo, moi aussi une photo. Et la personne a communiqué comme ci, je vais faire aussi, mais de ma façon. Il faut analyser ce qui marche en fait pour pouvoir répéter, mais dans votre domaine. Et tout ça, ça apporte d'abonnés. Risolândia, a Maria Paula, que é jornalista, ela é uma questão très intéressante, que aussi, ça serve aussi pour la Chambre de commerce, qu'il y a des publics au Brésil et des publics en France. Bon, elle travaille déjà dans la communication, elle a son Instagram, elle a déjà plusieurs seguidores, mais elle a envie de créer, on peut dire, une page concernant des informations de Paris, par exemple.
qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit créer sa compte Instagram de zéro avec un nommé nouveau. Comment elle doit faire ça? Pour parler, je sais pas si j'ai bien compris, pour parler en deux langues? Non, 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 c'est pas pour parler en deux langues. Je crois que c'est de publics différents. Maria parle, si C'est cela. vous voulez, vous pouvez quand même essayer de... Bonjour. Bonjour, ça va. Merci beaucoup, les deux filles là. Vous êtes vraiment impressionnants. Merci. Je travaille dans la communication. Ça fait 20 ans, mais je suis en train de commencer ma vie digitale. Non, ma question, c'est beaucoup simple. Est-ce que j'ai pu profiter de ces gens-là qui me suivent déjà, ou il faut commencer de zéro? Par exemple, j'ai une idée de créer comme une petite colonne, je ne sais pas comment on dit en français, avec des vidéos sur la France, sur les choses intéressantes de la France. Il faut commencer ça de zéro comme un nom spécifique pour ça, ou profiter des gens qui me connaissent déjà, par exemple, et transformer mon Instagram en ça. Est-ce que j'étais claire? Oui. Alors, en fait, moi, je pense que ça dépend. Déjà, si quand les gens me disent qu'ils ont déjà utilisé des robots pour gagner d'abonnés, tout ça, j'ai dit c'est mieux peut-être de créer un nouveau compte. Ça dépend aussi de l'audience qu'en fait on a. On va dire, moi, je parle de voyage sur mes réseaux sociaux personnels. Et j'ai commencé avec des gens, ma famille, plusieurs n'ont pas pris l'avion, ne connaissent pas l'étranger. Alors, et j'ai parlé de quoi? Des voyages à l'étranger. Et je me suis dit, soit je commence depuis zéro avec de nouvelles personnes, soit je transforme. Il faut dire que quand on transforme, c'est plus facile parce que quand on parle déjà avec quelqu'un. Même si la personne ne s'intéresse pas, on a l'impression de parler avec quelqu'un et on va avoir une interaction. Et du coup, ça, c'est positif. Mais en même temps, quand on commence à nouveau, on va commencer directement avec la bonne cible et avec les gens qui vont engager depuis le début parce que c'est la bonne cible. Du coup, l'engagement des gens qui commencent depuis zéro, il a la tendance à être un peu plus fort, mais les chemins un peu plus difficiles parce que pour commencer à nouveau, c'est plus dur. Il faut conquérir chaque abonné. Alors, on va dire qu'il y a des pour et des contre. Il faut voir, par exemple, si l'audience, elle est un peu similaire et si l'audience que vous avez maintenant, elle peut profiter de votre contenu ou pas du tout. On va dire, si on parle de moteur de voiture et quelqu'un s'intéresse à une autre chose qui n'a rien à voir, alors peut-être qu'il va falloir créer notre compte. Mais moi, je pense que c'est plus dur et au futur, il y a des choses positives, mais au début, c'est plus dur. Et le contraire, c'est plus simple. Et quand c'est plus simple, ça nous motive aussi parce que c'est une question de motivation aussi qu'on est sur les réseaux sociaux. Plus on a d'interaction, plus on veut créer des contenus et tout ça. Et je pense que ça, cette motivation est aussi importante. Ok, mais dis-moi, par exemple, si j'ai créé tout un nouveau perfil, est-ce que j'ai pu repost mon Instagram ou non? C'est pas bien. Par exemple, je vais faire un autre et je vais tout faire des reposts sur mariapaula.s.carvalho là-bas. Il y a déjà point, c'est pas bien. J'ai déjà prêt. Non, mais après, ça dépend d'où est le point, si ça va avec votre nom. Alors, en fait, actuellement, vous parlez de quoi exactement sur vos réseaux sociaux? Mon réseau social, c'est super personnel, sur mon travail, beaucoup. C'est beaucoup sur le journalisme. En fait, je ne vais pas changer trop, mais ça va être plus comme un programme, t'imagines. Peut-être qu'il faut que je pense plus et je peux voir des questions après. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu... Parce qu'en fait, pour moi, les personnes se connectent avec d'autres personnes. Alors, s'il y a notre tête et si on parle et si ça donne de la vie, en fait, ça se connecte, les histoires se connectent. Parce que les gens veulent connaître notre histoire, en fait. C'est pour ça qu'on est là, en fait. On est là pour connaître l'autre personne, en fait, pour réseauter. Et du coup, je pense que ça dépend si ce n'est pas genre des Français ou des Brésiliens, deux choses différentes. Vous pouvez utiliser votre compte et commencer à créer un contenu différent sur votre compte. Et là, il y aura aussi, on va dire, nettoyage qui sera fait. Les gens qui ne s'intéressent pas, ils vont arrêter. Et ceux qui s'intéressent, ils vont continuer. Il y a aussi ce chemin. Moi, je pense que
bah, il faut que je vais regarder votre arrobase après et je peux vous donner une réponse en analysant votre compte et tout ça, une réponse un peu plus personnelle. Parce que c'est une très bonne question et beaucoup de gens me posent cette question, mais ça dépend en fait du cas. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. E Maria Paula, je crois que vous avez une question aussi para a Bruna, não? Como saber o volume de pesquisa de mots-clés? Oui, comment on sait si des mots-clés ont beaucoup de recherches. Bruna, o micro. Pardon. Du coup, sur le chat, je vous ai mis l'outil que je présentais aussi, Ubersuggest. Je vous ai mis les liens directement sous la partie, parce que c'est très complet. Donc là, les liens sur les chats, vous avez directement la partie mots-clés. Donc, ça suffit de taper les mots-clés que vous pensez fonctionner pour votre site. Et sur Ubersuggest, il va tout de suite vous donner les volumes, les coûts par clic si jamais vous voulez investir dans les AdWords, mais aussi pour vous donner une idée, les plus chers et les coûts par clic, les mieux, les plus ces mots est converti. Il va donner aussi la concurrence. Donc, tous les critères que vous devez prendre en compte quand vous choisissez de vous référencer sur un mot-clé. Voilà, c'est Ubersuggest. Très bien. E Risolândia, da Joana, pendant ton présentation, tu as parlé d'outils intéressants pour Instagram. Tu as parlé de Canva. Il y avait d'autres qui t'ont parlé. C'est ça qu'elle voulait que tu répètes. Il s'appelle InstaSpacer. Je vais écrire en commentaire comment il s'appelle. Et c'est en fait une application qui sert juste à éditer votre texte. En fait, vous faites votre texte et vous faites des espaces et tout ça. Et Instagram, parfois, il ne comprend pas, il colle tout. Et pour éditer, pour que ça soit joli, un peu comme un blog, en fait, il a cette application qui laisse votre texte un peu avec les espaces comme il faut, un peu plus lisible. Il faut dire aussi que ça dépend des mobiles. Parfois, ça casse aussi. J'ai déjà vu qu'avec un mobile, ça marchait bien et l'autre mobile, les textes n'étaient pas en forme. Mais ça, ce sont des bugs d'Instagram. Mais du coup, cette application aide beaucoup. Je vais écrire là les noms en commentaire. InstaSpacer, c'est ça. Hein? Oui. Okay. D'autres questions? Moi, j'ai une question. C'est pour Risolândia. La question do Instagram, est-ce qu'il y a une règle pour postage? On doit faire des postages tous les jours? Alors, les mieux vous faites, mieux c'est parce que vous avez plus de chances à attendre plus de gens. Et il y a plus, vous pouvez faire, parce que quand on communique, parfois on fait des erreurs. Et vous allez voir connaître vos erreurs le plus vite. Ça va, ce type de publication ne fonctionne pas, ce type de publication fonctionne, cette image ne fonctionne pas. Et plus on fait, plus on devient bon à les faire. Et il ne faut pas qu'on soit oublié en fait. Parce que les gens suivent moi et, je ne sais pas, 2000 personnes. Et du coup, vous avez plus de chances d'apparaître en faisant des publications comme ça régulièrement. Et il y a aussi la petite machine dont je vous ai parlé pendant la présentation, c'est l'algorithme, que parfois, quand vous êtes plus là, vous disparaissez d'Instagram, l'algorithme a dit « Ah, mais cette personne-là, elle ne crée pas de contenu. Cette personne-là n'est pas là. » Et pourquoi cet algorithme est si méchant, on va dire? Parce qu'Instagram veut que nous, on reste beaucoup de temps sur Instagram, qu'on passe beaucoup de temps sur Instagram. Et si nos abonnés passent aussi beaucoup de temps sur Instagram, mieux c'est pour Instagram. En fait, il fait tout ça pour lui-même. Et du coup, on est un peu victime de tout ce qu'Instagram fait. Mais pour essayer de régler cette machine et travailler avec l'aide de la machine, il faut qu'on publie régulièrement pour ne pas être oublié en fait. Et qu'Instagram trouve que nous, on est relevant parce qu'on bosse bien en fait. C'est qu'Instagram, en fait, la machine est un peu comme un patron, malheureusement. Il y a des influenceurs qui pensent qu'il n'a pas de patron, mais il a un patron. Et c'est Instagram, et le directeur de la boîte, c'est l'algorithme, c'est la machine, en fait, qui va envoyer nos publications ou pas. Ai, bom, ok, merci. E Bruna, o Yuri a posé une question pour toi. Je ne sais pas si tu as... Non, c'est pas utile.
Ah, je vais répondre. Keyword Research. En fait, c'est une extension pour Google Chrome. Ça marche sur Chrome. C'est en anglais, ça donne Keyword Research. C'est très, très, très utile. Je peux partager mon écran rapidement. Voilà, un desktop. Je vais mettre n'importe quoi ici. Est-ce que c'est bon? Je mets meilleure vente des fêtes Paris. C'est très recherché en ce moment. Je viens là. Non, ça vient tout de suite. Et même déjà les mots-clés que je peux aussi me référencer. Les mots-clés pertinents que les gens ils tapent vraiment sur Google. Donc, on a tous là. Et vous pouvez utiliser ces mots-clés comme hashtag, en fait, hein, pour juste voir si ça marche aussi. Comme hashtag, mais là, pour les coups, c'est vraiment pour construire votre SEO. Mais ça peut aussi, vu que c'est quelque chose que les gens ils cherchent, utiliser aussi comme hashtag. Après, il faut vérifier si c'est quelque chose qui est utilisé aussi sur Instagram. Instagram, aujourd'hui, c'est devenu presque un moteur de recherche. Donc, il faut voir juste si c'est les mêmes recherches qu'on va faire sur le Google, sur Instagram. Mais ça peut aussi vous donner des indices pour Insta. Ouais, pourquoi pas. Très intéressant. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à poser. Et je vous rappelle qu'on a enregistré et vous pouvez après voir le replay. Je vais diffuser le replay aussi de ce webinaire. Je voulais juste ajouter une chose que j'ai oublié, c'est que par rapport à la question des comment gagner d'abonnés, c'est aussi en partageant l'autre qu'on peut se faire partager. En fait, comme on dit au Brésil, une main lave l'autre. Et du coup, vous partagez vos amis, les travaux de vos amis et tout ça, pareil, ils vont faire la même chose pour vous. Et quand quelqu'un partage une publication que vous avez faite, vous pouvez aussi la reposter sur votre story, parce que tout le monde a envie de se faire noter, en fait. Et quand un client montre qu'il a utilisé votre produit, pourquoi pas donner aussi ces petits moments stars pour les clients. Et voilà, je pense que ça, c'est important aussi, cette relation de un humain va vraiment laver l'autre, en fait. Ah, super. C'est exactement ça. Qui peut parler un peu plus de hashtag? C'est la question de Maria Paula qu'elle vient de poser maintenant no chat. Alors, un type, je ne sais pas ce qu'Isolandia elle pense, parce qu'il faut pour le coup mettre ses identifiants. Donc, moi, je suis pas sûre que ça soit très très bien vu par Instagram. Mais il y a un outil qui s'appelle Later, c'est. Et il va vous donner carrément les mots-clés, les meilleurs horaires pour poster. Et aussi, quand vous mettez un mot-clé, il va vous donner des mots-clés un peu comme Keyword Research. Later, il fait ça. Donc, c'est super aussi. Ou alors, il faut faire à la main, vous tapez une mot-clé que vous pensez pertinente sur Instagram et vous regardez le nombre de recherches faites avec ces mots-clés-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lisa. Moi, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a des sites que quand on met des mots-clés, et il apparaît déjà les hashtags. Moi, je pense qu'une bonne idée aussi, c'est voir quels sont les mots-clés que la concurrence utilise. Et parce que là, on peut déjà avoir des idées. Et ensuite, pensez à votre texte. Si vous parlez, par exemple, des produits, c'est surtout pour des Brésiliens qui sont en France, vous devez utiliser un hashtag qui a une liaison avec ces produits et une liaison avec ces publics-là. Alors, il ne faut pas faire un texte et utiliser un hashtag juste parce que c'est un hashtag qui est très connu. Il faut essayer vraiment que le hashtag fasse partie du texte, on va dire. Et par exemple, un produit brésilien, vous pouvez utiliser le hashtag brasileiros na France, brésilien en France, mais en portugais, pour toucher cette cible-là. Une autre chose aussi, c'est essayer d'utiliser des hashtags qui ne sont pas très, très utilisés. Parce que quand on a un compte qui n'est pas trop grand, si on utilise un hashtag qui a 2 millions de personnes qui a déjà utilisé, notre profil ne va jamais arriver bien placé, en fait, quand on clique sur hashtag. Du coup, on gâche de l'espace pour rien. Alors, essayez de trouver des hashtags qui n'ont pas beaucoup de gens qui ont utilisé, mais qui ont une pertinence avec les textes. Et moi, personnellement, je regarde ce que la concurrence fait. Je regarde sur les sites web quels sont les mots-clés
je vois aussi, moi j'utiliserai aussi, c'est que comme tu as montré pour les sites, j'utiliserai aussi, et je cherche chaque hashtag avant. Parce que les soucis, c'est que certains hashtags sont bannis parce que les gens n'utilisent pas que pour le bien, en fait, Instagram. Hein. Et du coup, Instagram, le boss, il va parfois cacher certaines publications. Par exemple, hashtag lingerie, elle est bannie. Et c'est quoi le problème d'utiliser un hashtag qui est interdit? C'est que parfois, Instagram va vous pénaliser en cachant vos publications d'autres personnes. Ça va diminuer l'interaction que les gens vont avoir avec vous. Et ça, c'est très négatif. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir plus de clients et tout ça, si vous voulez avoir une relation avec vos clients, il faut plus d'interaction. Et alors, il faut faire très gaffe avec l'hashtag. Avant d'utiliser, je conseille de chercher dans les moteurs de recherche d'Instagram. Si les publications apparaissent, ça veut dire que cet hashtag-là n'est pas banni. Et comment savoir quels sont les hashtags qui sont bannis? Sur Google, vous pouvez taper hashtags qui sont bannis et vous allez chercher, parce que parfois il y en a plusieurs, il y a de nouvelles qui apparaissent. Par exemple, hashtag sexto pour les Brésiliens, là, sexta vendredi. C'est un hashtag qui est banni par Instagram et on ne dirait pas, mais il a un sens. Tout ce qui a un sens un peu plus comme lingerie et tout ce qui a un sens sexuel, Instagram a la tendance de pénaliser. Alors, parfois, notre mot ne veut pas dire ça, mais si la machine comprend que c'est quelque chose interdit, elle va nous bannir. Ils sont rigoureux. A Márcia, ela pose une question à Bruna. Je crois que tu as vu déjà, né, Bruna? Oui, très bonne question. J'aurais aimé en parler avant quand on avait plus de monde. Oui, on peut payer. Ça s'appelle les SEA, Search Engine Advertisement. Et c'est possible de le faire. Mais je ne sais pas si l'exemple que j'ai pris, il y avait la première recherche, c'était annonce. C'est affiché que c'est en annonce. Avant, c'était carrément du nœud de colère. Donc, personne ne cliquait à ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus discret. Donc, il y a quand même des clics. Mais les contraintes de payer à Google, c'est que déjà, il y a un gros budget que vous devez engager. Une fois que vous arrêtez de payer, votre trafic il va tout simplement disparaître. Donc, si jamais il y a un problème de budget, les Covid-19, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, la première chose qu'ils ont coupé, c'était les budgets publicité. Alors que les SEO, les trafics organiques, une fois que vous commencez, les trafics, il va continuer à venir. Donc, c'est quelque chose qu'on investit du temps qui va demander beaucoup de peut-être engager une agence, engager un employé pour le faire parce que c'est vraiment c'est du travail d'écrire par exemple un article par semaine, optimiser toutes vos pages, penser toujours à l'expérience utilisateur mais aussi comment Google va nous voir, comment on va être retrouvé. C'est du travail mais c'est un travail qui va rester. Pas comme AdWords, qui une fois qu'on le fait, on paye minimum 300 € par mois. Ça va dépendre vraiment de votre activité. AdWords, il va toujours essayer que vous payez les plus. Donc, il va dire, une fois que vous mettez les mots-clés que vous voulez référencer, il va vous dire, vos concurrents, ils payent 500 € par mois actuellement. Donc, en gros, vous comprenez, si je mets moins de 500 €, ça ne sert à rien. Mes concurrents, ils vont toujours être en dessous de moi. Donc, il faut mettre 600. Et c'est comme ça qu'il arrive à créer une machine d'argent toujours en plus cher. Donc, moi, je conseille vraiment à miser surtout sur tout ce qui est organique. Les personnes, elles vont vraiment tomber sur la recherche qu'ils ont cherché et vont tomber vraiment sur un résultat qu'ils ont cherché. Donc, c'est un trafic qui est plus qualifié. Alors que des fois, la machine AdWords, elle ne marche pas si bien que ça. Et en plus, l'utilisateur va voir annonce, il va dire ah non, juste parce qu'il a payé, je ne vais pas cliquer dessus, laisse tomber, je vais cliquer au deuxième. Juste pour embêter. Il y en a beaucoup qui les font. Donc, moi, je conseille surtout travailler sur les SEO. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. J'ai mis ça, on s'en occupe très bien. Merci. Ok. Il y a d'autres questions? Parce que sinon, on a déjà dépassé presque 1 heure et demie. Ah ouais. Vous êtes courageux. Donc, merci infiniment, Bruna, Isolândia. C'est très important.
C'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Le moment que nous sommes là, on se lance vraiment nous-mêmes à faire notre pause et tout. Il y a des informations, des questions qui s'arrivent. C'est pas facile, hein, mais c'est vrai que vous avez quand même fait un grand panorama de tous les grands points à vraiment à faire attention. Ouais, merci, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci. Merci, Merci à vous. merci à tous qui ont participé. Je profite à tout le monde qui est là pour le 14 décembre à 15h30. On va faire notre webinaire avec l'ambassadeur du Brésil en France, Luis Fernando Serra, et le président, le nouveau président de la Chambre de commerce, Jean-Pierre Clamadieu, pour l'anniversaire de la Chambre de commerce. Donc, vous allez recevoir l'invitation. Je compte avec vos participations. Merci beaucoup et à bientôt.